Déjà, merci de m'inviter. Donc, je suis Jérémy Ward. Je suis en postdoc ici sur les projets Percevac et Riscovac avec Pierre et Patrick Peretti-Vatel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail de résultats qui sortent de ma thèse que j'ai soutenue l'année dernière en sociologie. Et en fait, c'est vraiment des résultats qui portent sur le concept de mouvement anti-vaccin. Donc moi, ma thèse portait sur une controverse vaccinale particulière, celle autour du danger du vaccin contre la grippe H1N1. Et je me suis rendu compte en lisant la littérature dans ce domaine-là que le terme principal que l'on utilisait pour rendre compte de l'émergence des controverses publiques sur la vaccination était le concept de mouvement anti-vaccin. Donc, qui est en gros l'application du concept général en sciences sociales de mouvement social, mais appliqué à la vaccination. Donc un mouvement social, généralement, c'est un ensemble d'acteurs, des activistes, des individus, des organisations, etc., qui œuvrent ensemble de manière plus ou moins organisée pour changer la société d'une manière particulière. Donc on labellise un mouvement en fonction du type de manière dont le mouvement veut changer la société. Par exemple, le mouvement pour le droit des Noirs, c'est un ensemble d'organisations qui œuvrent pour l'égalité des droits, notamment aux États-Unis dans les années 50. Et donc en fait, en consultant cette littérature, je me suis rendu compte que tout le monde utilisait le concept de mouvement anti-vaccin. Tout le monde l'utilisait dans une acception particulière qui était en référence aux luttes qui ont lieu au cours du XIXe siècle, dans lesquelles il y avait beaucoup d'organisations qui se sont battues contre l'obligation vaccinale et contre l'obligation en général, et l'appliquaient au cadre contemporain. Donc pour expliquer, par exemple, pourquoi on a eu une controverse autour de l'hépatite B, pourquoi il y a eu une controverse autour du RER aux États-Unis au début des années 2000, etc. Le problème que moi je voyais, il y en avait plusieurs. Le principal, c'était quand même que ce terme était beaucoup utilisé d'une manière polémique, servait à dénoncer ces critiques-là. Le mouvement anti-vaccin était d'ailleurs très souvent associé à sectes, conspirationnistes, anti-sciences, etc. Ce qui finalement, pour moi, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est d'un point de vue analytique. Si le but, c'est de dénoncer, on n'a pas besoin d'un concept. Il suffit d'avoir les insultes. On a déjà secte, pourquoi utiliser ce terme de cette façon-là? Surtout, le problème qui me posait, le principal problème était vraiment le caractère flou de ce concept. Quels sont les contours? À partir de quel moment est-ce qu'on devient anti-vaccin? Est-ce qu'il suffit de critiquer un vaccin pour devenir anti-vaccin? Mais dans ces cas-là, en fait, on n'a pas besoin du concept de mouvement anti-vaccin. Si on veut expliquer pourquoi une controverse émerge et qu'on dit une controverse émerge parce que le mouvement anti-vaccin s'est mobilisé pour faire émerger la controverse, et à quoi est-ce qu'on le voit? On le voit au fait qu'une controverse sur les vaccins a émergé, c'est complètement tautologique, on n'a pas besoin de ce concept-là. Et le troisième problème, c'est que... et donc en fait, le problème, c'est vraiment... Donc le problème que j'ai identifié, c'est cette suggestion que le mouvement anti-vaccin sont des gens qui luttent contre la vaccination en général. Or, ce que moi je voyais avec mes données sur la controverse sur la grippe H1N1, c'est que les principaux acteurs au cœur de cette controverse, ceux qu'on voyait dans les médias, ceux qui avaient accès vraiment aux médias de masse, il y en avait plusieurs, c'était des personnes qui disaient « mais attendez, moi je suis pour la vaccination, j'ai aucun problème avec tel vaccin, tel vaccin, tel vaccin, tel vaccin. D'ailleurs, même ce vaccin contre la grippe H1N1, je pense qu'il est très bien pour les immunodéprimés, pour telle ou telle population, juste pas pour la population en général. » Et donc là, la question c'est est-ce qu'on qualifie ces personnes d'anti-vaccins ou pas? Et la question c'est comment est-ce que ce concept peut nous aider à comprendre l'émergence des controverses vaccinales? Donc l'idée, c'était que si on a une conception extrêmement large de ce concept-là, il ne nous permet pas de comprendre l'émergence des controverses anti-vaccins. Donc, à partir de mes données, l'idée, c'était de repenser ce concept-là. Donc, pour ça, je suis parti, en gros, d'une définition analytique du concept de mouvement social. Il faut savoir que le concept de mouvement social, c'est un concept qui fait un peu débat dans les milieux des sciences sociales, au sens où personne n'est vraiment d'accord sur comment le définir. Par contre, tout le monde est plus ou moins d'accord sur des éléments de base qui doivent y figurer. Et aussi, cette question de où s'arrête un mouvement social particulier et où commence un autre mouvement social, par exemple, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un acteur fait partie du mouvement social LGBT et à partir de quel moment c'est un acteur, par exemple, pour le mouvement des droits des minorités? Alors souvent, en fait, ça se retrouve, vous avez des acteurs qui luttent pour les deux, mais il se trouve qu'il y a quand même pas mal d'organisations qui sont spécialisées dans les droits des LGBT et d'autres qui sont vraiment spécialisées dans les droits des minorités. Et donc cette question-là des frontières qui existent, qui sont poreuses ou pas, entre les différents mouvements sociaux, c'est quelque chose qui a été assez peu traité dans la littérature de sciences sociales. Donc là, il y a un double problème. Un, le concept est flou même en sciences sociales, et deux, les outils qui nous permettraient de le préciser ne sont pas aisément accessibles. Mais bon, malgré ça, je me suis attelé à cette tâche. Et donc pour ça, j'ai pris une définition quasiment minimale en prenant les points qui sont les plus acceptés dans la littérature en sciences sociales.
sur comment est-ce qu'on définit un mouvement social. Donc en général, un mouvement social, déjà, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ensemble d'acteurs. Généralement, on le distingue par exemple de l'État ou des partis politiques. Donc vous avez des acteurs qui sont très institués, qui sont habituellement au cœur des politiques publiques. Et en gros, quand on pense aux mouvements sociaux, on pense plutôt aux associations, aux militants, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des acteurs qui travaillent ensemble. Donc travailler ensemble, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être transférer des informations, organiser des manifestations ensemble, voilà. Mais surtout, pour que ce soit un mouvement, il faut que ce soit prolongé dans le temps. C'est-à-dire que si je vais manifester demain, mais qu'ensuite j'en ai plus rien à faire des droits des LGBT, bon, je suis moyennement un acteur, je ne participe pas d'un mouvement. Un mouvement, il y a vraiment l'idée que vous avez une manifestation, une autre, et parfois ça dure pendant 200 ans, parfois ça dure pendant 6 mois, etc. Et donc, la définition analytique du concept de mouvement social, elle va un petit peu plus loin. L'idée, c'est que ce que nous permet de faire le concept de mouvement social, c'est identifier des acteurs qui sont susceptibles d'être la cause de certains événements sociaux. Par exemple, si je dis qu'il y a eu une controverse médiatique et je veux dire qu'elle a été causée par le mouvement LGBT, il faut que les acteurs qui sont allés voir les médias, qui ont organisé la manifestation, qui sont interviewés par les journalistes, que ce soit des acteurs qui sont effectivement membres du mouvement social LGBT. Par opposition, par exemple, à je sais pas, des acteurs qui peuvent venir d'un autre mouvement. Comme, je sais pas, les dernières fois qu'on a vraiment parlé des droits des LGBT, c'était autour de la Manif pour tous, et les personnes qui étaient principalement interrogées, alors pas principalement, il y en avait beaucoup qui étaient interrogées et qui au contraire n'étaient pas vraiment pour les droits des LGBT. Donc voilà, donc la question c'est, quels sont les types d'acteurs de la société civile, si on veut, qui sont derrière ces événements publics. Donc, le mouvement anti-vaccin, le concept de mouvement anti-vaccin, il est intéressant si il nous permet d'identifier des acteurs en particulier qui causent ces événements publics. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, mouvement anti-vaccin, ça voudrait dire des acteurs qui partagent une même culture, c'est-à-dire ils ont tendance à se battre pour les mêmes choses, et cette culture, elle doit se centrer sur les vaccins, sinon le terme anti-vaccin ne serait pas la bonne manière de les labelliser. Mouvement anti-vaccin, ça veut bien dire un mouvement qui est centré sur les vaccins et surtout qui critique les vaccins. Donc l'idée, ce sont des acteurs qui se mobilisent régulièrement sur les vaccins pour les critiquer dans le temps. Donc, comment est-ce que j'ai utilisé ça pour comprendre la controverse sur la grippe H1N1 ? Bon, déjà, en fait, un petit élément sur les données. Donc le but, c'était de prendre tous les acteurs qui ont participé à cette controverse et voir si ce concept de mouvement anti-vaccin pouvait s'appliquer à eux. Donc, petit élément sur les données, comment est-ce que j'ai fait ? J'ai identifié 21 acteurs, enfin 19 ou 21 suivant que je mette deux collectifs ensemble ou pas, parce qu'ils se sont séparés, etc. Mais les acteurs qui ont été au cœur de cette controverse. Donc je les identifie comment ? J'ai analysé la couverture médiatique de ce sujet. Donc là, ça m'a permis d'identifier pas mal d'acteurs, donc des syndicats, des associations, des activistes qui parlaient en leur propre nom, des collectifs qui n'avaient pas le statut d'association, mais qui se définissaient comme collectifs, etc. Donc j'identifie ces personnes, je vais réaliser des entretiens avec eux au cas où il y a eu des acteurs très importants qui n'ont pas eu de couverture médiatique. Donc l'idée, c'est d'éviter le biais médiatique. Donc là, ça m'a permis d'en identifier encore. J'ai fait des entretiens avec eux, et à la fin, j'en ai obtenu 19. Donc là, j'ai mon échantillon des acteurs principaux de la critique des vaccins à ce moment-là, et j'ai analysé leur prise de position sur la question de la grippe H1N1. Donc c'est à travers plusieurs choses. 1, toutes leurs interventions médiatiques. 2, les contenus qu'il y avait sur leur site internet, qui étaient d'ailleurs assez fournis sur ces sujets. Et aussi, au cours des entretiens, souvent ils m'avaient parlé de documents, où ils m'ont donné des documents qu'ils ont réalisés au cours de cette période. Donc ceux-là aussi ont été mis au dossier. Et donc à partir de ça, ces entretiens, ces actions et ces documents qu'ils m'ont donnés, l'idée c'était de voir si on pouvait réellement tous les appeler, tous les mettre dans un même mouvement anti-vaccin. Et alors, la réponse, elle vous étonnera pas beaucoup, mais ma conclusion c'est non. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des distinctions très fortes entre 3 types d'acteurs. Donc j'ai défini 3 grands groupes d'acteurs qui m'amènent à proposer une typologie des différents mouvements sociaux qui sont impliqués dans les controverses vaccinales. Donc c'est vraiment important, différents mouvements sociaux.
Différents, ça veut dire qu'ils ont des cultures différentes, ils ne se battent pas pour les mêmes choses, et différents aussi parce que souvent, ils refusent de se battre ensemble. Donc ils refusent de signer la même pétition, ou alors ils refusent de participer à la même manifestation. Ils refusent de relayer l'information de telle ou telle personne. Donc c'est ça qui est assez crucial. Donc 3 groupes différents. Le premier groupe, que j'ai appelé groupe 1, ah oui, non, avant ça, souvent on a tendance à mettre tous les anti-vaccins, enfin tous les gens qui critiquent les vaccins dans le même panier et appeler ce panier anti-vaccin, parce qu'on constate qu'ils ont souvent à peu près les mêmes arguments. Il y a des arguments qu'ils ont tous. Effectivement, là, au cours de cette période, il y a des arguments que tous ces acteurs-là ont présentés. Alors, le principal argument, c'est que la grippe n'était pas dangereuse, mais il y a aussi le fait que le vaccin n'avait pas été assez testé, que les labos avaient été beaucoup trop présents et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas été assez testés, et surtout que, comme on avait mis des adjuvants dedans, il risquait d'y avoir plus d'effets secondaires. Ok, ça c'est des arguments qui ont été présents dans les discours de ces 19 acteurs. Par contre, ce qui est important, c'est que il y a des acteurs qui n'ont présenté que ces arguments. Et comme vous voyez, dans ces arguments, on n'a pas les arguments traditionnels qu'on associe en général au monde des anti-vaccins. L'immunité naturelle. Pasteur était c'est une supercherie Pasteur, en fait, le terrain est tout, le virus n'est rien. Vous voyez ces arguments sur le principe même de la vaccination. On ne les a pas ici. Ce sont des arguments qui sont spécifiques à ce vaccin ou à certains vaccins en particulier. Okay. Donc c'est assez important de voir que même si certains répertoires sont partagés par tous, il y a des répertoires de critiques qui ne sont que chez certains. Et c'est ça qui nous permet justement, enfin qui me permet de distinguer, et qui permet à tout le monde maintenant, puisque je vous le dis, de distinguer plusieurs mouvements sociaux associés à la critique des vaccins. Donc le premier mouvement social que j'ai identifié, donc là c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qu'on peut effectivement appeler anti-vaccin. Pourquoi ? Alors, bon, déjà, il rajoute ces arguments que je viens d'évoquer. L'immunité naturelle versus immunité artificielle. Les vaccins, de toute façon, ça n'a jamais marché, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes qu'ils ont produits au cours de cette période pour critiquer les vaccins, ils ne parlent pas que du vaccin contre la grippe H1N1. D'ailleurs, ils ne parlent pas uniquement des vaccins grippaux. Ils parlent aussi du vaccin contre la variole, du vaccin contre du vaccin ROR, du vaccin contre le DTP, etc. Vous avez toute une liste de vaccins qui est ajoutée. Tous ces vaccins pour dire, regardez, comme celui-là est dangereux, celui-là aussi risque d'être dangereux. L'autre chose qui est très importante, c'est que ces acteurs-là, pourquoi est-ce qu'on peut les appeler anti-vaccins aussi? C'est parce qu'ils se mobilisent très souvent sur la vaccination. Vous regardez leur site internet, qui peuvent être un peu vieux, ils étaient déjà là pendant l'hépatite B, ils sont aussi là sur le papillomavirus, ils étaient là sur le DTP, l'obligation vaccinale, etc. Ils se mobilisent en continu sur plein de vaccins différents. Et surtout, ça c'est vraiment l'élément important qui fait qu'on peut appeler ça un mouvement anti-vaccin, c'est que ces groupes, ils sont spécialisés dans la critique vaccinale. C'est-à-dire que concrètement, vous regardez leur site internet et vous discutez avec eux, l'essentiel de leur temps passé au militantisme, ils ont un travail, etc. Mais l'essentiel du temps qu'ils consacrent au militantisme, il est consacré au vaccin. Il n'est pas consacré à plein d'autres choses, les OGM, le nucléaire, etc. Il est principalement consacré au vaccin. Ils peuvent consacrer une petite partie de leur temps aussi aux OGM et à autre chose, mais ils sont vraiment spécialisés dans la critique vaccinale. Ce qui veut dire que ces acteurs, le terme anti-vaccin, c'est un terme qui leur va parce qu'il y a vaccin dedans. Ils sont spécialisés dans la vaccination. Et le dernier élément qui est important, c'est aussi que ces acteurs, ils agissent ensemble. Ils agissent ensemble au cours de cette période. Par exemple, ils publient dans les revues les uns des autres. Ils déposent, ils transfèrent les argumentaires. Ils se retrouvent, ils font des actions en commun, des réunions en commun, à la fois pendant la grippe H1N1, mais aussi avant. Ils ont participé au dépôt de plainte contre l'hépatite B 10 ans avant, et ils l'ont fait ensemble. Vous voyez, ils agissent ensemble, et ils ont une même cause. Et cette cause, elle est centrée sur les vaccins, et elle est contre les vaccins. Donc c'est un mouvement, vaccin, anti, puisque c'est un mouvement qui est des gens ensemble, centré sur les vaccins, contre les vaccins. Alors, à côté de ça, il y avait un autre groupe. Lorsqu'on lit la littérature sur le mouvement anti-vaccin, il y a vraiment souvent mis en avant cette idée que les anti-vaccins ne font pas confiance au système, ils sont conspirationnistes, etc. Alors, clairement, les doutes quant à la probité des autorités sanitaires et le bon fonctionnement des systèmes de certification des vaccins est partagé par tous. Alors, dans des degrés de radicalité très différents.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve parmi ces donc, 19 acteurs, 4 ou 5, suivant justement à nouveau cette question du collectif. Oui, on trouve des acteurs qui, pour le coup, ne sont pas spécialisés dans la critique des vaccins, mais sont plutôt spécialisés dans la dénonciation du système politique dans son ensemble, avec des arguments qui sont généralement labellisés comme conspirationnistes. Alors là c'est intéressant, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas spécialisés dans la critique des vaccins. Vous regardez par exemple leur site internet, vous avez une petite partie du site internet qui est consacrée aux vaccins, mais vous avez aussi beaucoup du site internet qui peut être consacré aux francs-maçons, au 11 septembre, ou parfois plutôt à comment est-ce que le système judiciaire ne fonctionne pas pour telle ou telle chose, notamment le traitement de la pédophilie, etc. Mais bon, une petite partie du site est consacrée aux vaccins, mais par contre il est consacré à tous les vaccins. Donc les arguments vraiment anti-vaccins qu'on a vus avant sont aussi portés par ces acteurs. Mais ce n'est pas l'essentiel de leur action. À quoi est-ce qu'on voit ça aussi? Ils étaient là pendant la grippe H1N1. Par contre, 6 mois avant, lorsqu'il y a eu une pétition qui a circulé sur le DTP, cette pétition-là n'est pas sur leur site. Ils n'ont pas, ils ne se sont pas particulièrement mobilisés entre l'hépatite B et la grippe A. Donc résultat, en fait, c'est eux, ils sont là d'une certaine façon lorsqu'il y a beaucoup de profils publics à un vaccin en particulier. Ils ne sont pas tout le temps là. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de les distinguer du premier groupe, puisque s'ils ne sont pas tout le temps là, ça veut aussi dire qu'ils alimentent un peu moins ces controverses-là, et aussi le fait qu'ils arrivent peut aussi participer à faire monter en pression sur ce sujet. Donc ils sont 5 minutes. Ils sont occasionnellement mobilisés. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça, marginalement anti-vaccin. Marginalement, puisqu'ils ne sont pas principalement anti-vaccin, ils sont anti-vaccin, mais ils sont juste marginalement anti-vaccin. Alors c'est important, vous voyez, j'ai mis les, je l'ai souligné, mouvement avec un S, je n'ai pas souligné le S, j'aurais dû le faire, et marginalement anti-vaccin. Les mouvements, pourquoi? Parce que dans ces acteurs, on se rend compte que certains, en fait, peuvent faire partie du mouvement que certains appellent conspirationniste, alors vraiment genre le 11 septembre, les Illuminati, les francs-maçons, etc. Sauf que d'autres ne sont pas vraiment là-dessus, sont plutôt proches du mouvement altermondialiste. Ils sont des représentants de ces différents mouvements, mais ce sont des mouvements différents. Et là, bon, c'est un cas très particulier, on n'a que 4 acteurs, mais par exemple, aujourd'hui, on est en train d'analyser plein de sites internet critiques des vaccins, et donc là, on a des sites internet, on en a des centaines, et dedans, on en a vraiment beaucoup, donc ce qui permet d'étendre la liste des acteurs. Là, on n'en a que 4, mais ils représentent des mouvements différents, des mouvements avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est vraiment important de noter le fait que ce n'est pas un mouvement marginalement anti-vaccin, mais plusieurs mouvements qui peuvent se retrouver ponctuellement autour de la thématique de la vaccination. Et enfin, il y a un troisième groupe qui, pour moi, est vraiment le plus important. C'est à la fois le plus important au cours de la grippe H1N1, mais c'est le plus important aujourd'hui dans les controverses qu'on voit aujourd'hui. Quand vous regardez les controverses sur le papillomavirus et sur l'aluminium, les acteurs qui sont au centre de ces controverses, ce sont des acteurs qui disent « nous, on est pour les vaccins ». Par contre, on a un problème avec ce vaccin en particulier, avec les adjuvants, etc. Or, c'est important justement de faire cette distinction-là parce que pendant la grippe H1N1, par exemple, vous avez des acteurs qui sont au cœur de la controverse sur l'aluminium aujourd'hui, ils n'ont pas pris position sur la grippe H1N1. Les acteurs, vous prenez l'association qui est au cœur de la controverse sur l'hépatite B, ils n'ont pas pris position sur la grippe A. Pourquoi? Parce qu'ils disent « mais ce n'est pas l'hépatite B. Nous, on est sur l'hépatite B ». Les acteurs spécialisés dans la critique de l'aluminium, ils disent « mais attendez, est-ce qu'il y avait de l'aluminium dans ces vaccins? Non. Eh bien alors, nous, ce n'est pas notre problème. » Donc, et ça, ces acteurs qui se restreignent aux arguments que j'ai exposés au début, les arguments conditionnels, juste certains vaccins, ces arguments-là, déjà ces acteurs-là, c'est 10 de mes 19 acteurs. Donc déjà, c'est pas un ou deux, c'est un grand nombre. Surtout, c'est eux qui étaient dans les médias. C'est eux qu'on a vus partout. Alors, ce qui est important, c'est que, voilà, ils se restreignent aux arguments conditionnels. Ils disent publiquement, on est pour le principe de la vaccination, et ils donnent des exemples. Alors, enfin, pas tous, mais une grosse partie donnent des exemples. Ils vont même jusqu'à dire que, le vaccin contre la grippe A est important pour certaines personnes. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils refusent de participer à des actions à la fois avec le groupe 2 et avec le groupe 1. En disant, mais nous, on n'est pas des anti-vaccins. Donc, par exemple, ce dépôt de plainte qui a été déposé par tel groupe du groupe 2, mais ça ne va pas à la tête, nous, on ne veut jamais participer à ça, etc. Ils ne relayent pas les informations des acteurs du groupe 1, alors que les acteurs du groupe 1, eux, relayent ces informations-là. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils utilisent publiquement le terme d'anti-vaccin. Ils disent,
nous ne sommes pas des anti-vaccins. Il y en a même certains qui sont très virulents. Ils disent les anti-vaccins, c'est les sectes, c'est les conspirationnistes, c'est les antisémites, c'est l'extrême droite, ils sont complètement barjots, c'est la paranoïa, etc. Donc ils participent aussi à reproduire ce stigmate public autour de la vaccination. Ce qui est aussi important, c'est que parmi ces acteurs-là, une forte proportion ne s'était jamais mobilisée sur les vaccins avant. C'est la première fois qu'ils parlent des vaccins. C'est-à-dire que si on veut comprendre comment la controverse sur l'hépatite B a émergé il y a 10 ans, eh bien on peut pas, il faut comprendre qu'elle a émergé de la façon dont elle a émergé, malgré le fait que ces acteurs-là n'étaient pas là. Donc, vous voyez, la forme de la controverse dépend aussi des acteurs qui sont impliqués dedans. Et surtout, à nouveau, le vaccin est marginal dans leurs actions. Parmi ces acteurs, il y en a plusieurs. Il y a un virologiste, qui est spécialisé dans les virus. Vous avez plusieurs associations qui sont proches du milieu de l'écologie politique. Et donc, pour le coup, leur mobilisation principale jusque-là, c'était le bisphénol A, l'aluminium en général, la pollution par les pesticides, etc. Et le vaccin, mais c'est rien du tout dans leur mobilisation. Vous avez aussi d'autres acteurs qui sont vraiment plutôt spécialisés dans la démocratie sanitaire. Il faut plus de droits pour les patients et principalement sur des questions qui n'ont rien à voir avec la grippe ou le vaccin. Et là, il se trouve qu'ils se mettent à parler du vaccin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous voyez, c'est des mouvements sociaux différents. Vous voyez, démocratie sanitaire, c'est pas pareil que écologie, qui n'est pas non plus pareil que telle ou telle chose. Donc, c'est des mouvements qui, eux, ne peuvent pas être appelés anti-vaccins. Déjà, parce que le vaccin n'est pas au cœur de leur mobilisation, mais aussi parce qu'ils ne sont pas anti. Ils ont un positionnement qui est plus compliqué. Et alors, ce qui m'amène à la conclusion. Alors, donc là, la conclusion, c'est qu'il y a trois types de mouvements qui sont impliqués. Il y a un mouvement anti-vaccin qui effectivement existe, qui se mobilise continuellement sur les vaccins et qui critique tous les vaccins. Mais il y a aussi, et surtout, des mouvements sociaux qui, par ailleurs, incluent les vaccins ou un vaccin en particulier parmi leur répertoire de causes, mais finalement très marginalement. Et alors ça, c'est très important parce que c'est pour comprendre comment émergent les controverses publiques autour de la vaccination, il faut comprendre ça en termes de politisation. Comment est-ce qu'un vaccin est politisé, c'est-à-dire inclus dans des idéologies plus larges, des répertoires de combat, d'action, qui vont bien au-delà de la question de la vaccination. Et le type de mouvement social particulier impliqué dans ces mobilisations va déterminer l'ampleur de la controverse. Parce que si vous avez des acteurs qui sont complètement marginaux, qui ont très peu de ressources à la fois financières et politiques, qui se mobilisent sur un sujet, on dit oui, mais ça c'est encore un truc de ces tarés de conspirationnistes. Lorsque vous avez des acteurs qui ont montré leur légitimité sur des sujets comme la pollution par les pesticides, le bisphénol A, avec des réussites politiques au sens d'arriver à faire interdire, à faire bouger vers l'interdiction du bisphénol A au niveau européen, des personnes qui ont l'habitude d'être interrogées dans les médias principaux, qui ont des doctorats, etc. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils disent « nous, par ailleurs, les vaccins c'est très bien, mais on a un problème avec celui-là », ça a beaucoup plus de poids. Voilà. Donc si le cas de la grippe H1N1, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'arrivée de ces nouveaux acteurs dans le domaine de la critique vaccinale. Et donc si on veut comprendre pourquoi il y a plus de controverses vaccinales depuis ce moment-là, c'est aussi au niveau du dessus qu'il faut regarder. C'est quels sont les nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui impliqués dans ces controverses vaccinales. Merci.